mais on y arrive. Et en fait, avec cette électricité moins chère et moins carbonée, d'une part, on va réussir à intégrer plus de renouvelables dans le mix, et d'autre part, le bilan climatique de la voiture électrique sera encore meilleur que ce que donnent les études. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de UNIT, c'est le podcast dédié aux énergies vertes. Exceptionnellement, c'est Xavier Perminja qui vous parle et prend la place de Marianne Montiel pour réaliser cette interview. Et je suis en compagnie de Cédric Philibert et nous allons parler de voitures électriques en nous demandant si elles sont vraiment utiles pour décarboner nos sociétés. Bonjour Cédric, est-ce que je peux vous laisser vous présenter dans un premier temps ? Bonjour Xavier, j'ai travaillé 20 ans à l'Agence internationale de l'énergie sur les questions de climat puis d'énergie renouvelable. Avant, j'ai travaillé à l'ADEME, au ministère de l'Environnement, etc. Et depuis que j'ai quitté l'agence, j'ai écrit 3 bouquins. Un sur les éoliennes, un sur les voitures électriques et le tout dernier sur le climat et la transition énergétique en général. Merci pour cette intro. Aujourd'hui, c'est vraiment celui qui s'intitule « Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat » qui va guider cette discussion et que vous avez donc publié en 2024. Et donc l'objectif, c'était, dans un contexte où les grands constructeurs européens font le forcing auprès de la Commission européenne pour retarder l'interdiction de la vente de véhicules thermiques après 2035, c'était de se demander s'il faut vraiment espérer qu'on va continuer vers l'électrique ou si c'est pas un mirage. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux rapide de la pénétration du marché automobile par les véhicules électriques aujourd'hui ? Alors sur les ventes dans les véhicules neufs, il y a un pourcentage important de véhicules électrifiés qui comprend aussi ce qu'on appelle des plug-in hybrides, c'est-à-dire on compte comme électrifié ce qui peut se raccorder au réseau. Le fait est que les plug-in hybrides sont pas toujours rechargés à l'électricité et que leur bilan CO2 et leur bilan énergétique est généralement pas très bon. C'était une bonne idée potentielle et en pratique, ça se révèle une idée pas très bonne. Donc, on va surtout s'intéresser aux voitures électriques. Les voitures électriques, ça représente, selon les pays, entre 15 et 25% du marché. Ça fait encore que 2% du parc, si vous voulez en cumuler, évidemment. Mais voilà, ça grimpe presque régulièrement. Alors, il y a des à-coups. Il y a eu un à-coup en France l'an dernier. Il y a eu un à-coup en Allemagne l'année d'avant. Mais ensuite, ça reprend sa marche. Alors, tous les ans, au début d'année, on nous dit, tiens, ça baisse, parce qu'en fait, toutes les voitures baissent au premier trimestre par rapport au dernier trimestre de l'année. Mais si on regarde bien sur la longue durée, il y a une marche régulière avec plutôt une croissance de 20% par an, ce qui est quand même plutôt confortable. Il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui aimeraient bien avoir une croissance pareille. Et qu'est-ce qui explique les coûts de l'année dernière dont vous avez parlé ? Ça a été le succès et l'abandon du leasing social qui a effectivement montré qu'il y avait une très forte demande latente de gens en milieu interurbain ou en campagne ou en périurbain pour des petites voitures électriques avec une aide non négligeable parce que c'est des gens qui roulent beaucoup, qui ont besoin de leur voiture tout le temps et qui se trouvent très contents avec des petits véhicules électriques qui marchent bien, qui peuvent recharger pour beaucoup moins cher que l'essence. Donc, ils font de réelles économies avec. Et quand on met un leasing social, ça marche. Après, évidemment, quand on enlève, ces ventes-là s'écroulent. Puis les gens ont attendu aussi parce qu'il y avait des nouveaux modèles qui étaient annoncés, qui seraient pas chers. En fait, certains sont arrivés pas trop chers, effectivement. D'autres ont plutôt déçu les attentes parce qu'ils sont révélés finalement quand même assez chers. On a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai marché de l'occasion parce qu'il y a trop peu de voitures qui ont déjà 3 ans, 5 ans, etc. Parce que les entreprises ont boudé le tout électrique au début. Voilà, mais ça va s'arranger et dans 2-3 ans, on aura plein de modèles d'occasion et la marche de l'électrique sera bien plus accessible pour tout le monde. Oui, parce qu'aujourd'hui, une des problématiques principales, c'est notamment le prix de ces véhicules neufs. C'est le prix de tout véhicule neuf, je dirais. Les électriques sont pas tellement plus chers ou pas nécessairement plus chers que leurs équivalents thermiques. Si vous regardez les 3008, etc., c'est des voitures qui coûtent cher dans toutes les versions. Mais c'est des voitures qui coûtent trop cher pour beaucoup de gens. D'ailleurs, le marché, en général, le marché de la voiture décline depuis 2017. C'est lié au succès du vélo, qui a fait son apparition dans les grandes villes, au fait que les villes continuent de développer des transports en commun, l'augmentation des coûts, le fait que les gens doivent se serrer la ceinture, ils font attention. Donc, ils n'achètent pas beaucoup de véhicules neufs. Et les électriques, là-dedans, survivent plutôt bien. Mais est-ce qu'on peut quand même espérer qu'à moyen terme, ou à court terme, le prix des véhicules électriques passe sous celui des thermiques ? Déjà, ce qu'on appelle le coût de possession totale est souvent en dessous, mais évidemment, c'est pas pareil parce que
il y a un coût d'achat initial qui est élevé, et ensuite, si on peut se charger chez soi, à domicile, alors, ce qui est le cas quand même beaucoup dans le monde rural, là où la voiture est indispensable, eh bien alors on peut effectivement avoir un coût de possession qui est inférieur à celui d'une voiture thermique, compte tenu des frais d'essence, des frais de carburant très réduits, et des frais d'entretien aussi très réduits, parce qu'il y a beaucoup moins d'entretien en règle générale. Donc tout ça compte. Maintenant, il faudrait que le prix d'achat lui-même passe en dessous, et ça, on n'y est pas encore tout à fait. On y est dans les modèles supérieurs, mais dans les modèles moins coûteux, bah, il y a encore un gap à combler. Ça va être l'affaire je sais pas, de 2 ans peut-être. Je pense qu'on y arrive, mais c'est un peu lent. Les constructeurs ont beaucoup privilégié les grosses voitures sur lesquelles ils font de la marge, au motif qu'il fallait financer leurs investissements lourds pour passer du thermique à l'électrique. Et maintenant, vous avez dit en introduction que les constructeurs essayaient d'obtenir le report. Pas tous, pas tous. Je suis pas sûr. D'ailleurs, ils changent d'avis là-dessus comme de chemise. Où un jour ils vous disent il faut absolument continuer, le lendemain ils vous disent il faut absolument faire une pause. Ils ont investi énormément d'argent. Et cet argent, si on fait plus de l'électrique, il va se retrouver dilapidé. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de repousser l'échéance. Oui, puis on peut penser que la bataille est déjà perdue entre le thermique et l'électrique et que la repousser, ce serait juste condamner les constructeurs européens contre les fournisseurs asiatiques, par exemple. C'est exactement ce que disait l'an dernier la Fédération des constructeurs allemands, qui disait supprimer l'interdiction du thermique en 2035 pour les voitures neuves, hein, parce que les voitures qui sont déjà en circulation, elles pourront circuler jusqu'en 2050 ou au-delà. Faut pas que les gens s'y trompent. L'interdiction du véhicule thermique neuf en 2035, si on y renonce, on va se cantonner à un marché qui va devenir un marché de niche. Voilà ce que disait la Fédération allemande des constructeurs. Maintenant, certains de ces constructeurs ont visiblement changé d'avis. Et vous disiez que certains constructeurs, pour le coup, souhaitent maintenir cette interdiction du thermique en 35. On parle de qui? Je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait une unanimité, parce que, encore une fois, euh, à certains moments, dans les 2, 3 dernières années, à certains moments, il y avait Stellantis qui disait il faut arrêter, Renault qui disait non, non, il faut continuer. 6 mois après, c'était l'inverse, ils avaient changé de position, etc. Donc, je ne sais pas si c'est très solide et très réfléchi. Je crois que c'est beaucoup utilisé politiquement, plus que vraiment réfléchi. Et est-ce que néanmoins, vous pensez qu'il faut mettre des barrières douanières pour essayer de protéger l'industrie européenne aujourd'hui? Et si oui, et est-ce qu'il faudrait les maintenir si on en met? Alors, je pense qu'on peut essayer d'éviter le dumping et qu'on peut effectivement mettre des barrières au niveau européen sur des véhicules qui seraient outrageusement subventionnés. Je ne pense pas qu'il faille supprimer toute concurrence. On a déjà dit que l'industrie automobile européenne allait crever si on laissait entrer les voitures japonaises. Et finalement, on a un certain nombre de voitures japonaises. Le problème est celui de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on peut vendre des voitures européennes au Japon et on a beaucoup de mal à en vendre en Chine. Mais ça tient pas ça tient à des mesures, ça tient aussi à des habitudes des gens, c'est-à-dire que c'est une forme de civisme après tout d'acheter plutôt une voiture européenne, mais encore faut-il effectivement que les conditions soient pas profondément différentes. Et si elles le sont trop, il faut effectivement corriger ça. Et juste avant, on parlait du coup de l'écart financier entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, mais on questionne aussi souvent le bilan écologique des véhicules électriques en affirmant qu'il pourrait être pire que celui du thermique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques ordres de grandeur? Oui, oui. Alors c'est complètement faux et ça a tendance à me mettre en colère. Alors, le fond de vérité, il y a toujours un fond de vérité dans ces gros mensonges. Le fond de vérité, c'est que la fabrication d'une voiture électrique va émettre plus de CO2 que la fabrication d'une voiture thermique en raison de la batterie pour l'essentiel. C'est-à-dire que la batterie, en gros, ça double le bilan CO2 originel d'un véhicule. Ensuite, c'est rattrapé quand le véhicule roule en fonction du contenu carbone de l'électricité utilisée. Et là, il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire, la plupart des études montrent que, bon, en Europe, sur la durée de vie d'un véhicule, qui est en gros de 19 ans, 220 000 km, etc., on émet 3 fois moins de CO2 avec un véhicule électrique. En France, c'est 5 fois moins, parce qu'on a beaucoup d'électricité bas carbone, entre l'hydraulique, l'éolien, le solaire et le nucléaire, on a une électricité qui est très faible en carbone. Dans les pays qui ont encore plus de carbone que nous, l'Allemagne, la Pologne, la performance est moins bonne, mais on est toujours en gros 2 fois moins ou 40% ou 30% de CO2 en moins dans le pire des cas.
Donc, on est pratiquement toujours gagnant. Et je pense qu'en plus, ces calculs sont généralement faits sur la base des mix électriques actuels. Parce qu'on ne connaît pas avec certitude les mix électriques futurs. Mais on sait qu'ils se décarbonent à grands pas, notamment en Europe. C'est extrêmement net. Donc, même en Pologne, même en Allemagne, si vous achetez un véhicule aujourd'hui, il va avoir dans 5 ans, dans 10 ans, une électricité bien plus décarbonée qu'aujourd'hui. Et même ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est le kilowattheure, le contenu carbone moyen du kilowattheure électrique. En réalité, une voiture électrique, elle a une batterie. Je vous apprends rien. Cette batterie, elle sert à l'autonomie du véhicule, mais elle permet aussi d'emmagasiner l'électricité au moment où elle coûte le moins cher. Et le moment où elle coûte le moins cher, c'est aussi le moment où elle est le plus décarbonée. Les modules photovoltaïques ou l'éolien qui donnent le prix, puisque leur prix marginal est quasiment nul, donc le coût marginal de l'électricité est quasiment nul. Voilà, donc quand il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, on peut avoir une électricité très bon marché. Et de plus en plus, les tarifs vont refléter les coûts. Ce qui est le but des tarifs, c'est de refléter les coûts. Par exemple, vous savez qu'on a des heures creuses et des heures pleines en France depuis 50 ou 60 ans. Les heures creuses, c'est la nuit, pour la plupart des gens. Il y a une petite minorité pour qui c'est pas toute la nuit, mais bon. Et puis, les heures pleines, c'est le jour. Ça va changer. Il va y avoir bientôt 3 heures pleines le jour. Dès novembre, là, hein, c'est ça? Ben, ça commence, mais ça met 3 ans pour la bascule, pour que la bascule se fasse pour les 15 millions de gens qui ont les tarifs heure pleine, heure creuse. Donc ça, c'est progressif, mais en gros, il va y avoir 3 heures en milieu de journée. Alors, je peux pas vous donner, ça va varier, ça va pas être les mêmes 3 heures pour tout le monde. C'est plus subtil de varier ça. Mais en gros, si on se débrouille un peu pour se recharger pendant ces 3 heures-là, bah, on aura une électricité très peu coûteuse. Comme vous avez vu la pub d'Engie, pour ne pas le nommer, qui dit maintenant 2 heures gratuites. Alors, tout n'est pas gratuit. En fait, ils payent les taxes, il faut quand même les payer, etc. Mais l'énergie électrique est gratuite. Donc le tarif est très bas, le tarif résiduel est bas. Ça arrive et c'est en journée. Donc il faudra pouvoir se brancher à son travail, à son université, à son bureau, à son usine, je ne sais pas quoi, sur son lieu de travail de préférence. Mais on y arrive. Et en fait, avec cette électricité moins chère et moins carbonée, d'une part, on va réussir à intégrer plus de renouvelables dans le mix. Et d'autre part, le bilan climatique de la voiture électrique sera encore meilleur que ce que donnent les études. Et est-ce qu'il n'y a pas encore une autre possibilité d'optimiser encore ce bilan en misant plutôt sur du rétrofit de véhicules thermiques plutôt que sur des véhicules électriques neufs? Eh bien, c'est peut-être vrai pour les autobus ou certains camions, mais c'est en gros pas vrai pour les voitures. Ça ne marche pas, c'est compliqué, il y a un poids supplémentaire, il faut d'autres freins, il faut un autre équilibre. Si on remplit le coffre avec la batterie, ben, on n'a plus de coffre. Il faut pouvoir mettre la batterie comme sur les véhicules électriques aujourd'hui qui sont assez compacts, c'est-à-dire au niveau du châssis. On peut pas faire un rétrofit en mettant les batteries au niveau du châssis pour les véhicules. Donc je déconseille cette solution. Ça va vous coûter bonbon pour un résultat très mauvais. Donc il faudra passer aux mines et tout, ce sera très compliqué. Et c'est pas sûr que ça réussisse. Donc non, c'est possible peut-être pour des gros véhicules volumineux qui n'ont pas fini leur vie. On l'a fait par exemple pour des ferries. Les ferries nordiques, il y a des ferries qui avaient déjà 20 ans, voire 30 ans d'âge, qui ont été électrifiées, parce que sur des trajets d'une heure à peu près, un ferry qui a 300 passagers, 50 voitures, on peut très bien l'électrifier. Et donc les Nordiques le font assez massivement. Et ils l'ont fait en rétrofitant leur ferry qui avait encore 20 ans devant eux. Voilà. Mais pour une voiture, franchement, je le déconseille. Alors, pour quelques camions peut-être, quelques véhicules. Ou pour le matériel roulant dans les aéroports ou Ah bah, les antiports oui, je sais utilitaires? même pas si c'est du rétrofit ou si c'est de la fabrication à neuf, mais c'est sûr que tous ces véhicules roulants devraient être électriques, évidemment. Il y en a un certain nombre qui le sont déjà, hein, quand même. Mais bien sûr, ils devraient tous l'être. Typiquement, c'est des véhicules qui font toujours le même trajet, qui peuvent absolument se recharger. Il n'y a aucune raison que ces véhicules utilisent encore du pétrole. Les avions, je dis pas. Les avions, c'est plus C'est autre chose. compliqué. On reproche aussi souvent à des entreprises comme Unit, d'ailleurs, d'accaparer de l'espace agricole. Là, on va parler plutôt de la production électrique justement nécessaire à ces véhicules. On reproche aux entreprises comme les nôtres qui développons des centrales et les installons sur des grandes surfaces, d'accaparer donc de l'espace agricole pour produire l'électricité. Il y a une comparaison intéressante dans votre livre entre la consommation d'espace nécessaire pour la production électrique et celle pour produire du bioéthanol, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous redonner les bons ordres de grandeur sur ce sujet? Ben, les ordres de grandeur, c'est un écart de 100 à 300 fois. C'est-à-dire qu'il faut 100 à 300 fois moins de surface pour obtenir la même mobilité avec du photovoltaïque ou de l'agrivoltaïque et un véhicule électrique
par comparaison avec des agrocarburants et un véhicule thermique. Entre 100 et 300 fois. Ça dépend des études. Moi, j'ai dans mon livre, j'ai un calcul, c'est 168 fois. C'est le calcul que j'ai fait moi. J'ai regardé dans la littérature, tous les calculs vont entre 100 et 300. Donc, il y a au moins 2 ordres de grandeur, comme on dit, c'est-à-dire un facteur 100. Voilà. Alors, on peut le traduire en kilomètres, on peut le traduire en nombre de véhicules. Si vous avez 1 hectare de biocarburant, des voitures qui fait la distance moyenne d'une voiture en France, 20 000 km par an, en gros, vous avez de quoi alimenter 2 voitures et demie. Mais vous avez de quoi alimenter entre 150 et 350 voitures électriques. 150 si vous faites de l'agrivoltaïsme extensif avec des panneaux bien écartés parce qu'il faut que les bovins passent en dessous, etc. Et si vous faites du photovoltaïque au sol qui sera 2 fois moins cher, avec des rangs un petit peu serrés et des mécanismes de tracking, vous pouvez alimenter 350 véhicules sur le même hectare. Donc il n'y a pas photo entre les deux. Et en termes de biodiversité, vous êtes gagnant en réalité parce que la monoculture intensive du colza, c'est pas ce qu'il y a de plus, ce qui est il y a de mieux Il y pour a la beaucoup de vie biodiversité. dans les champs. On est Non, bien d'accord. Ouais. non. Et en plus, comme vous l'avez mentionné, on peut faire du co-usage avec de l'agrivoltaïsme sur ces parcelles qui ne sont pas dédiées à la production électrique. Oui, parce qu'on rétorque toujours, oui, mais les biocarburants, on fait des co-usages, il y a des tourteaux qui servent à alimenter les animaux, c'est vrai, mais on fait aussi du co-usage, effectivement, avec l'agrivoltaïsme, et là, on peut même on peut faire pousser des côtes d'agneaux, et Et voilà. dans le même genre, on entend souvent qu'il n'y aurait pas assez de métaux pour réaliser la transition et que les volumes d'extraction seraient monstrueux, sans prendre la peine de les comparer à ce qu'on extrait actuellement en termes de charbon, par exemple, ou de pétrole. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, le prélèvement mondial total dans la nature, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est arrivé à 100 milliards de tonnes par an, c'est beaucoup. Là-dessus, la moitié, c'est ce qu'on appelle les minerais non métalliques, qui servent à faire du ciment, des granulats, des routes et tout ça. Bon. Un quart, c'est la biomasse, le bois construction, le bois énergie, l'alimentation, les agrocarburants, tout ça c'est la surpêche, tout ça c'est la biomasse, 25%. Après 15%, c'est les fossiles, le charbon, mais toute la terre, enfin tout ce qu'il faut bouger comme terre pour accéder au charbon, extraire du charbon, pareil pour le gaz, le pétrole, etc. 15% c'est les fossiles, 10% c'est les métaux. Donc, c'est le plus petit des quatre, c'est les métaux, c'est 10%, et ça prend tous les concentrés, ça prend pas que le métal, ça prend vraiment ce qu'on extrait pour ensuite faire du métal avec raffinage, etc. Et sur ces 10%, plus de 8 points, c'est-à-dire plus de 80% de ces 10%, c'est 3 métaux. C'est le fer, le cuivre et l'or. Alors c'est intéressant parce que le seul qui est vraiment impacté en pourcentage par la transition énergétique, c'est le cuivre. Le cuivre est partout dans la transition énergétique. Donc, il y a une inquiétude, il y a des gens qui ont exprimé une inquiétude, que je comprends, sur est-ce qu'on aura assez de cuivre, sachant qu'il va falloir augmenter de 25 à 100% la consommation de cuivre selon les scénarios, selon ce qu'on vise, etc. Mettons qu'il faille doubler la demande de cuivre. En réalité, si on regarde l'histoire du cuivre, c'est quand même très intéressant. Il y a 70 ans, on avait 350 millions de tonnes de réserves. Depuis, on a extrait du sol 650 millions de tonnes de cuivre. Et on a des réserves qu'on estime maintenant à 1 milliard de tonnes. Et puis derrière ça, il y a des ressources. Le total réserve et ressources, c'est plus de 5 milliards de tonnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quelque chose qu'on avait pris comme le début de la fin, l'annonce du début de la fin, c'est la baisse de la teneur. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, on exploitait des filons qui avaient 1,7% de cuivre à l'intérieur. Maintenant, on exploite des filons qui ont 0,7 ou 0,6% de cuivre. Donc on se dit, ah, c'est le début de la fin, la teneur diminue, c'est un désastre, c'est qu'il n'y en a plus. En fait, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup plus de champs où il y a 0,6% de cuivre et non pas 1,7% de cuivre, il y en a beaucoup plus et ils sont beaucoup plus grands. Quand la teneur diminue, eh bien, en fait, les réserves augmentent. Et c'est ce qu'on observe, les réserves n'ont pas cessé d'augmenter. Alors, on va dire, mais ça, il faut beaucoup plus d'énergie pour les exploiter. Ce n'est pas le cas. Ce serait le cas à tenter, si vous voulez, mais dans l'histoire, ce n'est pas le cas. En fait, on exploite une tonne de cuivre, on produit une tonne de cuivre aujourd'hui avec la même énergie qu'il y a 70 ans, malgré la baisse de la teneur. Pourquoi? C'est le progrès technique, c'est la taille des machines, c'est l'efficience, et en plus, c'est des machines de plus en plus électriques, donc on a réduit les émissions de CO2 liées à la tonne de cuivre, à l'extraction d'une tonne de cuivre. Voilà, alors, je ne dis pas qu'on vit dans un monde parfait, ça veut dire qu'il y a aussi plus de stériles, plus de déchets de cuivre, ça c'est vrai. La mine, c'est pas forcément la technique la plus propre qu'on peut imaginer, mais en même temps, il y a des grands écarts entre les mines, et c'est pas forcément les mines des grandes sociétés internationales qui sont les plus désastreuses. Si je prends l'or, par exemple, c'est clairement les mines artisanales qui sont le plus polluantes.
parce que les gens n'ont pas les moyens de traiter correctement les déchets, etc. Bon, faut se méfier des idées toutes faites, quoi, sur la mine. Mais en tout cas, on aura assez de matériaux. Il y a une inquiétude sur le fait que la plupart du raffinage se situe maintenant en Chine. Quel que soit le matériau qu'on regarde, la Chine est dominante en production des terres rares, mais elle est aussi dominante en raffinage de beaucoup d'autres métaux, le cuivre qui vient du Chili et d'ailleurs, le cobalt qui vient de la République démocratique du Congo, le nickel qui vient d'Indonésie. Très souvent, ces métaux sont traités en Chine. Et donc là, on a un problème d'une dépendance excessive, évidemment, à la Chine. Même si après, une fois que le module chinois est fait avec pas des terres rares, il n'y a pas de terres rares dans les modules photovoltaïques, mais avec du cuivre qui a été traité en Chine, ou alors, je prends un autre exemple, les batteries d'une voiture électrique, une fois qu'elle est là, on n'est plus dépendant de la Chine. C'est pas la même chose que le pétrole. Le pétrole, il coupe le robinet, 2 mois après, on est vraiment, tout s'arrête et on est très très embêté. Là, tout s'arrête. Les fabricants de voitures électriques sont embêtés, les fabricants de modules photovoltaïques sont embêtés, les installateurs de modules sont embêtés si c'est coupé, mais tous ceux qui seront déjà installés continueront à marcher. C'est pas tout à fait pareil. Pour 30 à 40 ans, exactement. D'ailleurs, je lisais un chiffre intéressant qui était que la quantité totale de métaux nécessaires à la transition, donc jusqu'à 2050, serait inférieure à la quantité de charbon brûlé en une seule année. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer ces... Oui, je pense que c'est vrai. J'ai vu ça aussi. Bon, les métaux, c'est plus sophistiqué que le charbon, quoi. C'est-à-dire que pour avoir, si je prends le cuivre, c'est vrai que pour avoir 0,6%, donc pour avoir 6 kilos de cuivre, je dois extraire 1 tonne de concentré. Justement, là, on a parlé pas mal de fake news, hein, finalement, parce qu'on voit quand même des choses, on entend beaucoup de choses assez hallucinantes sur les voitures électriques et puis plus globalement sur le renouvelable. On peut voir même des reportages assez délirants, même sur des grandes chaînes comme TF1. À votre avis, au-delà des lobbies pétroliers, entre guillemets, comment ça se fait qu'il y ait autant de désinformation sur ces sujets ? Je pense qu'il y a des concordances entre, effectivement, d'une part, les lobbies pétroliers qui sont quand même riches, puissants, qui, au fond, je sais pas si tiennent des États ou si c'est les États qui les tiennent, mais vous avez quand même un certain nombre de pays qui ne vivent que par et pour le pétrole, pour lesquels c'est une recette extrêmement importante. En tout cas pour les élites, si c'est pas pour la population. Je vais pas les nommer, vous les connaissez comme moi, donc c'est quand même rares sont les démocraties pétrolières, hein. À part la Norvège, en fait, je connais plus. Je connais plus que la Norvège. Je connaissais les États-Unis, mais voilà, c'est en train de basculer. Et puis les autres sont rarement des vraies démocraties, même si c'est pas toutes les mêmes autocraties, elles sont pas toutes à mettre sur le même plan. Il y a bref, on va pas rentrer dans le détail. Donc elles sont puissantes, organisées, elles défendent bien leurs intérêts, elles diffusent, elles fabriquent de la contre-information, des fake news à jet continu qu'elles diffusent dans le monde entier. Donc ça, c'est surtout, ça vient d'Amérique et un peu d'Australie. Après, vous avez les fanatiques du nucléaire qui supportent aucune espèce de concurrence, donc ils sont pas contre la voiture électrique en général, mais ils sont certainement contre les renouvelables qui font de l'ombre nucléaire, ou du moins c'est ce qu'ils croient. Ils n'ont pas vu qu'on pouvait avoir les deux éventuellement. Et puis vous avez les décroissants qui pensent que tout ce qui est solution technique est absolument condamnable, qui disent que tout ça, ça perpétue le capitalisme ou le monde industriel ou la pollution et que donc tout ça, c'est condamnable. Et ils n'hésitent pas à utiliser les mêmes arguments que les gens du pétrole ou parfois du nucléaire contre les renouvelables et la voiture électrique. Et ça, c'est consternant. Si vous prenez le livre de Monsieur Parik, vous trouvez des trucs sur le retour sur investissement énergétique du photovoltaïque qui date d'il y a 30 ans, qui sont totalement dépassés. Et vous trouvez ça dans un livre publié il y a 2 ans. Je trouve ça consternant. Parce qu'on a le droit de défendre des idées sur on est contre la croissance à tout prix, il faut travailler moins, réfléchir plus de liens, moins de biens. Enfin, je veux dire, on peut discuter de tout ça. Voilà, est-ce qu'il faut toujours travailler plus pour gagner plus? Quel est le sens de la vie? Enfin, je suis ouvert à toutes ces questions. Mais quand on défend ça avec des trucs, des mensonges éhontés sur les renouvelables ou sur la voiture électrique, là, je trouve que il faut siffler, il faut sortir le carton rouge. Ce que j'ai essayé de faire dans mon dernier bouquin. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cédric Philibert pour votre intervention et cet éclairage passionnant. Je rappelle donc le titre de votre livre Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat, aux éditions Les Petits Matins, et donc le dernier livre que vous venez de citer qui est Climat, les énergies de l'espoir. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À une prochaine.